bonjour et bienvenue à notre émission de Grand Dialogue de ce mardi 26 juillet 2022. Nous sommes en direct pour parler de la situation de sécurité en République démocratique du Congo. Cette fois-ci, nous allons parler d'une actualité qui concerne les contestations qui ont commencé à l'est de la République démocratique du Congo pour exiger le départ de la MONUSCO, la mission des Nations Unies au Congo, qui est venu en République démocratique du Congo pour établir la sécurité dans une partie de la République démocratique du Congo. Nous ne serons jamais de nous dire à tous nos auditeurs que le Congo connaît un problème d'insécurité depuis une vingtaine d'années. Sécurité justement qui n'arrive pas à trouver de vraies solutions. Alors aujourd'hui, nous allons parler avec notre ami intervenant à partir de l'Est du Congo, qui va essayer de nous expliquer ce qui s'est passé hier, la journée du 25 juillet 2022, c'est-à-dire le lundi, la journée d'hier. Qu'est-ce qui s'est passé réellement par rapport à cette contestation contre la MONUSCO? Alors, nous allons recevoir en duplex M. Patient Tambanabo, il est journaliste côté de l'Est du Congo, de la République démocratique du Congo. Il va nous expliquer, d'abord, nous dire le bilan des événements d'hier, et également nous parler de la position des autorités locales et la réaction du gouvernement. Monsieur Patient Tambana, bonjour. Bonjour, monsieur René. Bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de Erasmus News, Canal 54 TV. Et surtout, bonjour à tous nos auditeurs et ceux-là qui nous suivent apparemment. Voilà, monsieur Patient, est-ce que vous pouvez d'abord commencer par nous dire les causes de ces contestations? Expliquer, remonter un tout petit peu dans les temps pour nous dire exactement qu'est-ce qui peut expliquer, qu'est-ce qui peut donner raison justement aux Congolais à contester aujourd'hui la présence de cette mission des Nations Unies au Congo. Quelles sont les causes réelles? Merci beaucoup, monsieur René. Comme vous le savez bien, aujourd'hui, nous sommes au 22e année depuis que la MONUSCO, à l'époque, c'était la MONUC, a été installée à République démocratique du Congo. Alors, en dépit de tout ce temps-là, la MONUC, à l'époque, aujourd'hui, la MONUSCO, elle n'a jamais été capable d'éradiquer même un seul groupe armé depuis qu'elle est là. Si je regarde peut-être de remonter derrière, en 2001, depuis puisqu'elle a la MONUC à l'époque est arrivée, effectivement, c'était entre les années 2000-2001 à République démocratique du Congo, à l'est du pays. Il y avait moins de 10 groupes, et il y avait moins je voulais dire, de 20 groupes armés. Mais aujourd'hui, depuis que cette mission onusienne, nous comptons maintenant plus de 300 groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo. Alors que la MONUC et la MONUSCO aujourd'hui a pour mission d'éradiquer les groupes armés, mais aussi de sécuriser la population. Maintenant, allez-y comprendre. Est-ce que cette même MONUSCO joue son rôle de sécuriser la population? Voilà la question auxquelles plusieurs personnes sont en train de se poser. La majorité des personnes qui meurent à Beni, par exemple, à Nituri, et d'autres qui meurent, par exemple, à Luchu, ce n'est pas loin des bases de la MONUSCO, des positions de la MONUSCO. Voilà pourquoi la population étant consciente a pris une décision de se débarrasser avec cette mission de la MONUSCO. Alors, M. Patient, est-ce que cette chasse anti-MONUSCO à l'est de la République du Congo devra se faire dans des conditions pareilles? Est-ce qu'il n'y a pas, c'est le gouvernement qui a fait venir cette mission des Nations Unies au Congo, ne serait-il pas possible de passer par la voie gouvernementale pour revendiquer de manière officielle et faire entendre justement ces contestations dans les oreilles des décideurs de la République du Congo? Est-ce que c'est par la révolte et par les manifestations des pillages que la situation sera résolue? D'abord, ce que je vais rappeler également à tous les auditeurs qui nous suivent à pareil moment, nulle part au monde où l'ONU s'est déjà retiré pacifiquement. Si l'ONU dans un pays quelconque se retire, c'est-à-dire qu'il y a une pression derrière elle. Ça, c'est d'abord vrai. Nulle part, moi je ne connais pas où est-ce que l'ONU, soit la MONUC, s'est déjà retiré volontairement comme son mandat a préféré. Soit nulle part au monde où on trouve l'ONU où il y a déjà la paix.
Ça, c'est un. Mais aussi, vous parlez de la procédure normale. Vous savez que notre gouvernement actuellement est faible devant cette MONUSCO. Le gouvernement n'a pas la capacité de contrôler la MONUSCO. Le gouvernement n'a pas la capacité de se retirer des accords signés avec l'ONU à l'époque. Alors, aujourd'hui, dire que c'est le gouvernement qui avait fait appel à l'ONU, et c'est ce même gouvernement qui le fera partir, je ne crois pas, puisque le gouvernement n'est pas capable de le faire. Alors, la population, étant donné qu'elle est meurtrie, elle a jamais de se prendre dans ce sens. Oui, mais d'accord, la population est meurtrie, nous comprenons bien votre explication, mais toujours est-il que c'est le gouvernement qui devrait normalement prendre ses responsabilités. La responsabilité de l'État incombe au gouvernement congolais et non pas au peuple comme ça de s'en charger à utiliser des méthodes peu orthodoxes justement pour mettre à mal une mission officielle des Nations Unies qui est venue pour une mission au Congo. J'insiste là-dessus parce que sinon, la plupart des Congolais qui se verraient responsables de certains actes inconfortables ou qui commettraient des délits, par exemple des pillages, se verraient directement traduits en justice. Donc là-dessus, il est vrai que c'est le gouvernement, messieurs, qui devrait prendre ses responsabilités, même si vous mettez en cause l'attitude du gouvernement vis-à-vis de la MONUSCO. Y a-t-il pas possible de revenir à cette question pour moraliser les gens, motiver les gens à utiliser cette voie gouvernementale? C'est très important que ceci soit fait dans ce sens. Vous ne voyez pas? Oui, oui, effectivement, c'est très important. Comme je vous ai dit tantôt, le gouvernement est trop faible. D'accord, trop faible, mais c'est le peuple qui doit pousser le gouvernement à réagir désormais là. C'est le peuple. Autant vous le faites pour chasser la MONUSCO, autant faire pression justement, la pression populaire auprès du gouvernement pour que ce gouvernement entende vos cris. Ça tient la route. Je vais vous expliquer une chose. Oui. Vous savez, celui qui a été le premier à dénoncer l'inefficacité de la MONUSCO, c'était qui? C'était le président du Sénat, le président de la Chambre haute du Parlement, à Goma, devant ses militaires. Lui-même a reconnu ne pas connaître l'importance de la MONUSCO. 20 ans après, il n'y a plus rien. C'est lui qui avait demandé le premier à ce que cette MONUSCO parte. Or, c'est une personne officielle. C'est à partir de ce qu'il a prononcé qu'on a compris que le gouvernement n'était pas capable de se retirer des accords. Non, mais bien avant lui, il y a eu quand même des mouvements citoyens à l'est du Congo qui ont toujours manifesté contre la MONUSCO, M. Tamalabo. Là, je vous parle à terme des personnes officielles. Mais vous reconnaissez quand même qu'il y a des mouvements citoyens qui ne cessent de revendiquer, qui ne cessent de contester la présence de la MONUSCO à l'est du Congo, avant même que le président du Sénat ne vienne à l'est, il y a deux semaines. Pas seulement les mouvements citoyens, pas seulement les groupes de pression, mais la population d'abord locale. Oui. Les paysans, oui. ils sont les premiers à décrier cette inefficacité de cette MONUSCO. Voilà, donc je voulais justement recadrer votre propos qui dit que c'est le président du Sénat qui sera venu constater et il aurait incité la population à revendiquer. Donc il faut aussi préciser justement pour nos auditeurs qui ne connaissent pas très bien les réalités de l'Est du Congo, que localement, les populations, il y a des mouvements citoyens, il y a le peuple à l'Est du Congo qui a toujours manifesté son désarroi par rapport à la présence de cette mission des Nations Unies à l'Est du Congo. Vous pouvez continuer votre propos. Non, s'il vous plaît, je ne veux pas parler. S'il vous plaît, je n'ai pas dit que c'est le président du Sénat qui a incité. J'ai dit qu'il a dénoncé. Il a dénoncé. Lui également, il a dénoncé effectivement. Il n'est pas le premier à avoir dénoncé. Hein? C'est ça la logique de ma pensée. Hein? Il n'est pas le premier à avoir dénoncé. Voilà. En fait, avant que le président du Sénat ne puisse dénoncer l'inefficacité de cette mission à l'RDC, il y a les collectifs, il y a les dynamiques de femmes du Nord Kivu, leaders du Nord Kivu, qui ont marché également devant les quartiers généraux de la MONUSCO à Goma. Il y a eu cet orgueil, permettez-moi d'utiliser ce terme,
L'orgueil des autorités de la MONUSCO, ils n'ont pas voulu même recevoir le mémo, le mémo de cette dynamique de femmes leaders du Nord Kivu. Ce qu'ils ont fait, ils ont fait que fermer leurs portes et puis rentrer à l'eau. La population a compris qu'il y avait une défiance de la part de la MONUSCO. Voilà pourquoi, comme il y avait déjà des appels à la manifestation, c'est comme ça que les manifestations se sont déclenchées en ville de Goma. Bon. Comme tout le monde vous le savez, on a toujours dit que la marche, ça n'a pas d'âme. Il y a eu d'abord une marche pacifique, la marche pacifique qui s'est transformée en marche de colère. Ensuite, les jeunes et tout le monde en colère se sentait prêts à marcher. Ils sont allés attaquer des bases de la MONUSCO à Goma. Il y a 4 bases de la MONUSCO qui ont été attaquées à ville, entre autres, la grande base logistique de la MONUSCO. Il y a effectivement, eu certains enfants, certains jeunes dont on ne connaît pas l'identité. Ils ont commencé à piller, ils ont pillé les entrepôts de la nourriture, ils ont pillé bien des valeurs de la MONUSCO. Alors, jusqu'à présent, les manifestations continuent à ville de Goma et maintenant les manifestations se sont étendues jusqu'à la ville de Butembo, la deuxième ville du Nord Kivu. Au moment où je vous parle, à ville de Butembo, il y a également une position de la MONUSCO qui vient d'être saccagée tout à l'heure là. Alors, tout ça, c'est suite à la souffrance aiguë, vécue depuis longtemps, en dépit de la mission que possède cette mission de la MONUSCO. Vous savez quoi? Ce qui a attiré beaucoup plus l'attention de toute la population de l'Est de la République sont là les paroles qu'a prononcées Mme Bintou Keïta, la représentante secrétaire générale de la MONUSCO à l'RDC, dénommée à l'RDC. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire que ni la MONUSCO, ni les FARDC, nous n'avons pas la capacité d'éradiquer le M23, tout simplement puisqu'ils ont des armes sophistiquées plus que nous. Allez-y comprendre cette déclaration très grave. C'est-à-dire, pour nous, ni les FARDC, nous, la MONUSCO, il n'y aura aucune force qui saura déloger l'M23 pour la Ghana. N'est-ce pas? Vous savez que ça fait aujourd'hui 1 mois et demi depuis que Bounagana est entre le main des M23 du mouvement. Le 23 mars, jusqu'aujourd'hui, ils sont là. Ils sont en train d'installer leurs administrations. Et c'est là aussi au fil de la MONUSCO, des forces de la MONUSCO, des forces de UPDF, des forces de FARDC. Maintenant, comment nous pouvons garder, comment la population ne se poser la question, comment nous pouvons continuer à garder une force qui est capable de déloger seulement le M23? Alors, à tout prix, la décision de se débarrasser de cette force inutile qui n'est pas capable même d'éradiquer. D'accord. C'est le mouvement. Dans cette mission des Nations Unies, est-ce que dans leur mission, dans le cahier des charges, cette mission sera venue au Congo pour combattre le mouvement rebelle? Quelle a été la mission exacte? Parce que pour risquer de porter en faux cette mission des Nations Unies au Congo, pensons qu'elle ne faisait pas son travail. Mais est-ce que dans son cahier des charges, cette mission était venue pour se battre, pour combattre le mouvement rebelle à l'est du Congo? Monsieur René, comment est-ce que vous comptez protéger la population, les populations devant des personnes qui portent des armes? Là, je vous parle de M23 Bounagana. Les M23 ont des armes. La population n'a pas d'armes. La MONUSCO a des armes. Mais la MONUSCO continue à dire que nous allons protéger la population. Comment vous allez protéger la population sans que vous puissiez combattre l'ennemi qui vient attaquer cette population? Vous trouvez que c'est paradoxal? Par exemple, là, je vais revenir à 2012. Mais à 2012, lorsque le même M23 était venu attaquer la ville de Goma, avait été venu attaquer Nyiragongo, même Rutshuru, mais il y avait une force spéciale, il y avait des forces spéciales composées environ de la Tanzanie, sud-africaine, il y avait des Malawi, j'ai oublié une force. Ils étaient venus, ils ont combattu le M23, ils ont mis fait au M23. Mais les Malawi sont encore là, les Tanzaniens sont encore là. Pourquoi cette brigade d'intervention rapide de la MONUSCO, pourquoi cette brigade d'intervention de la MONUSCO ne peut pas utiliser leurs armes afin d'éradiquer ce même M23 qu'ils avaient combattu? Pourquoi cette même brigade
de la MONUSCO ne peut pas combattre les EDF qui ne cessent d'égorger les gens ici dans les territoires de Beni et tout comme ça. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui est caché derrière ce cahier de charges dont chaque jour la MONUSCO chante. Alors, si elle pense que si la MONUSCO n'est pas capable de protéger cette population, elle doit se retirer. C'est trop sur le sol congolais. Alors que chaque jour, les gens sont en train de mourir. Qu'est-ce que nous pouvons dire de tous ces années-là qui sont là? Est-ce qu'ils étaient venus construire des ponts? Est-ce qu'ils étaient venus, je ne sais pas, construire des salles polyvalentes? Soit ils étaient venus faire de l'ambiance au Congo? On peut faire ça. Alors, la population a compris que cette émission ne va pas nous aider, alors à tout prix, il faut se débarrasser. D'accord, il faut se débarrasser. Hein. Vous expliquez très bien les causes de ces contestations. Nous essayons de comprendre, y compris tous les auditeurs de Ras News et de téléspectateurs de Canal Sirafanté aussi, de près. Et donc, cette chasse anti-MONUSCO à l'est du Congo, notamment à Goma, dans sa première journée de contestation, le lundi 25 juillet 2022, quel est le bilan que l'on peut tirer, le bilan que vous pouvez tirer de cette journée-là, ces contestations? Parce qu'il s'en est suivi des émeutes, des pillages dans les locaux de la mission des Nations Unies. Et quel est le bilan exact que l'on peut tirer? Et également, pouvez-vous nous dire la réaction, quelle a été la réaction du gouvernement de l'état des sièges aujourd'hui devant cette situation? Le bilan, la journée d'hier. Merci beaucoup. Jusque-là, le bilan reste encore provisoire, comme l'a indiqué même le gouvernement central, tout comme la société civile locale à Goma, et nos confrères qui sont sur place à Goma. Hier à Goma, il y a eu 5 personnes mortes, avec à côté de 50aine de personnes blessées par balle. Dans quelles circonstances sont-elles mortes ces personnes? Dans quelles circonstances? Je peux m'expliquer. Oui. Il y avait 5 personnes mortes, une cinquantaine de personnes blessées. Toutes ces personnes-là étaient blessées dans l'enclos même de la MONUSCO lorsqu'ils tentaient d'accéder dans les locaux de la MONUSCO. C'est là qu'il y a eu des morts, c'est là qu'il y a eu des blessés, effectivement. Ce qui est vrai, il y a eu des actes de vandalisme, puisque la population, c'était jeune, ils ont pillé les pieds de la MONUSCO, ils ont pillé tout ce qu'ils pouvaient trouver autour de leur chemin. C'est-à-dire, toutes ces personnes sont mortes dans les circonstances où ils voulaient à tout prix entrer dans les locaux de la MONUSCO. Non, ça voudrait dire que la MONUSCO a tiré sur les manifestants, c'est ça. Ou c'est les forces de l'ordre qui ont tiré sur les manifestants, parce que les forces de l'ordre, la police qui assure la sécurité, a tiré sur les manifestants. Et s'il faut bien préciser, qui a tiré sur les manifestants? Cette question est un peu complexe, M. René, d'autant plus qu'il y a d'abord, parmi les manifestants, il y a ceux-là qui avaient des drones de filmage. Ça, nous devons le savoir aussi. Hein. Il y avait également ceux-là qui avaient des téléphones en train de filmer les événements, là où ça s'est passé dans les locaux de la MONUSCO. Alors, lorsqu'on essaie d'interroger le manifestant, certains manifestants qui étaient sur place, ils nous confirment que ni l'armée congolaise, ni la police, personne n'avait pas tiré une balle pendant ces manifestations. Toutes les balles qui étaient tirées étaient venues dans la clôture de la MONUSCO. Or, nous le savons bien, dans la clôture de la MONUSCO, aucun élément n'est par des ennemis de la PDC ne peut y accéder avec une arme. Seulement, c'est le casque bleu qui soit à l'intérieur. Alors, il y a certaines vidéos qu'on a bien analysées où nous avions vu certaines personnes vêtues à casque bleu en train de tirer un reportage sur le manifestant. Au lieu de tirer à balle, au lieu de faire des tirs à sommation, ils étaient en train de tirer à balles réelles. Alors, ça reste maintenant, il y a nos éléments qui sont en train, il y a certains des experts qui sont en train d'analyser ces vidéos pour voir si réellement ces vidéos étaient authentiques. Puisque moi, je ne peux pas confirmer que c'était la MONUSCO, c'était le casque bleu qui ont tiré, ou soit ce n'est pas le casque bleu qui ont tiré. Mais tout ce que je sais est que la population, les manifestants, ont accusé directement le casque bleu d'avoir tiré sur eux. D'accord, et donc ce sont les éléments des Nations Unies qui ont tiré sur les manifestants pour défendre leur territoire, en quelque sorte. Hein. La légitime défense. Hein.
Oui, légitime défense maintenant. Est-ce que dans le cahier de charge de la MONUSCO, ils sont autorisés de tirer sur les manifestants non armés? Oui, mais les manifestants quand même qui viennent agresser leur espace de travail. Ça aussi, il faut prendre en considération. Oui, d'accord, on accepte qu'ils ont violé leur espace de travail, mais ils n'étaient pas armés. Ils n'étaient pas armés, bien sûr, mais le comportement, l'attitude, la réaction était violente. C'est normal qu'en légitime défense, ces éléments aussi se protègent. Se protègent, mais pas attirés à bout portant. Il y a plusieurs façons. J'ai déjà participé dans certaines formations avec le football, si à Beni, tout comme à Goma, où les casques bleus ne sont pas autorisés de tirer directement à un manifestant, soit à un rebelle. Vous allez comprendre. Maintenant, la population aujourd'hui, vous savez ce qui a remonté encore la problème de la population, c'est quoi? Nous n'avions jamais, il y a quelqu'un que j'ai appelé depuis comment il dit ceci. Nous n'avions jamais vu un casque bleu sortir son arme, soit une balle tirée sur un rebelle, mais lorsqu'il s'agit de manifestations des personnes qui ne sont pas armées, ils ont quand même eu le courage de tirer. C'est-à-dire qu'ils sont venus confondre aux rebelles. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des manifestations. Oui, mais parce qu'ils sont partis violer leur espace de travail. Tout ça, il faut prendre en compte, monsieur. Mais qui ne donne pas droit à la MONUSCO, qui ne donne pas droit aux soldats de la paix de tirer aux manifestants. Vous pensez qu'il n'y a pas d'autre méthode pacifique qu'il fallait utiliser pour faire entendre les revendications de la population que de passer par ce comportement violent que l'on avait constaté hier? Je pense que c'est depuis 2016. C'est depuis 2016 que la population ne cesse de décrire l'inefficacité de la MONUSCO. C'est depuis 2016 que la population ne cesse de dénoncer cette hypocrisie de la MONUSCO. C'est la population qui veut dire l'hypocrisie. C'est-à-dire, nous semble protéger la population, mais en réalité, il ne protège pas cette population. Allez-y comprendre. Par exemple, là, je vous parle d'une situation qui était vécue en 2015, ici à Beni. Non loin, à quelques 500 mètres d'une grande base militaire de la MONUSCO, on y avait tué des personnes. Il y avait des personnes qui étaient tirées. Aucun rebelle n'était pas arrêté. Ils s'étaient partis comme ça. C'était le matin que nous avions constaté qu'il y avait patrouille de la MONUSCO le matin pendant qu'il y avait déjà des dégâts humains. Alors, moi, c'est dit, ces gens veulent protéger la population. Ils veulent protéger que les gens de la population, alors que même à quelques 500 mètres de leur base, ils sont capables de protéger cette population. C'est-à-dire, si aujourd'hui il y a de telles réactions de la part de la population, effectivement, ils sont en train de rebobiner tous les événements qui se sont déjà déroulés à Beni, à Butobo, à Rutshuru, à Massissi, à Ituri, partout, depuis que cette MONUSCO s'est installée à l'Est. Alors, face à tous ces événements-là, c'est ce qui va peut-être remonter la colère de cette population et agir de la sorte. D'accord. Ben, écoutez, M. Patient Tabalabo, nous allons terminer cette première partie de notre grand dialogue de cette mi-journée. Et nous allons revenir dans 10 secondes. Gardez l'écoute et soyez toujours en antenne parce que nous sommes en direct. On revient justement pour parler de la journée d'aujourd'hui ainsi que des dispositions que prendra le gouvernement central pour arriver à éradiquer cette situation et créer de l'accalmie dans la République démocratique du Congo. Ne quittez pas, soyez attentifs. Bonjour, nous revenons encore une fois pour continuer notre dialogue avec notre invité qui est en duplex. M. Patient Tambanabo, il est journaliste, il est exactement dans la ville de Beni, dans la contrée des conflits en République démocratique du Congo. Il ne se trouve pas à Goma précisément, mais il est à Beni, dans la ville de Beni, donc c'est quelqu'un qui peut nous donner des informations à la source parce que
ce sont eux justement qui vivent ces affres de l'insécurité, ces affres de violence que traverse ce peuple de l'Est de la République démocratique du Congo. La chasse anti-MONUSCO à Goma a déjà commencé depuis plusieurs mois. Et le mois dernier également, nous avons vu des contestations, nous avons vu ce qui s'est passé à la prise de Bunangana, les réactions que les Congolais de l'Est ont prouvé de quoi ils étaient capables, ils ont prouvé le sens du patriotisme pour défendre leur terre. Hier a commencé d'autres échauffourées avec les contestations des mouvements citoyens, des différents groupements socioculturels, ainsi que de la population elle-même qui s'est prise en charge justement pour chasser, tenter de chasser cette mission des Nations Unies. Mais c'est pas sûr, Tabanaba. Nous avons parlé de la journée d'hier. Alors maintenant, aujourd'hui, est-ce que la population a eu la même colère? Est-ce qu'il y a eu la même motivation au sein de la population? Pouvons-nous considérer que les actions d'hier ont eu un effet et continuent toujours à monter en puissance? Oui, monsieur René, je veux vous dire que la journée d'aujourd'hui a été pire que la journée d'hier. Puisque la journée d'hier était seulement à Goma. Maintenant, la journée d'aujourd'hui, c'était à Goma, et cette même journée a affecté la cité de Kanyabayonga. Cette même journée a affecté la ville commerciale de Butembo. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de suivre la situation depuis la ville de Beni. Il y a des dégâts matériels, il y a des dégâts humains, il y a également d'autres actes de pillage, comme vous le dites. C'est-à-dire, au moment où je vous parle ici, il y a des manifestations qui continuent à Goma, à Kanyabayonga, mais aussi à ville commerciale de Butembo. C'est-à-dire, la journée d'hier a préparé à ce que notre ville puisse se réveiller afin de faire la même chose. Nous créons aujourd'hui, par exemple, la Bénin. La journée a été timide. C'est tout le monde qui connaît à ce que cette même manifestation qui est à Goma, qui est à Kanyabayonga, qui est à Butembo, puisse se déclencher aussi dans la ville de Bénin. Heureusement, les éléments de l'ordre ont pu empêcher certaines personnes qui voulaient se soulever, mais nous ne pouvons pas assurer que demain, il n'y aura pas une action. Probablement, il y aura cette même action qui va avoir cette demain. C'est juste une crainte, puisque nous sommes en train de voir, nous sommes en train de lire dans différents groupes, des réseaux sociaux, ou le groupe de pression, ou le mouvement citoyen de Béni, menace également ce que c'est soulevé contre cette même mission ici à le territoire. Vous voulez dire que les actions d'hier ont eu des répercussions dans d'autres villes environnantes et que finalement la population locale est en train de suivre les manifestants en même temps? Est-ce que vous... Est-ce que Quand je parle, imaginez-vous, je ne sais pas si le mouvement citoyen, soit des groupes de pression, sont constitués de combien de personnes. Mais lorsque vous voyez cette marmaille de personnes en train de descendre dans les QG, dans les quartiers généraux de la MONUSCO, avec tous les âges confondus, nous voyons des mamans, nous voyons des papas, nous voyons des jeunes garçons, des jeunes filles, de tout comme ça, nous comprenons que ce n'est plus maintenant une affaire des mouvements citoyens, soit des groupes de pression, ça devient maintenant une affaire générale. C'est-à-dire, c'est tout le monde qui c'est toutes ces personnes-là qui se sentent lésées plutôt par cette situation, qui descendent aussi dans la rue. Alors, nous, étant donné que journalistes, nous sommes allés de suivre des points, de loin cette situation, afin de voir comment nous pouvons aussi reporter nos informations auprès de nos auditeurs et également auprès de nos lecteurs. Alors, vous dites très bien que la population est en train de suivre les manifestants. Et comment pouvez-vous analyser le comportement des agents des forces de l'ordre, la police, la gendarmerie, l'armée congolaise? Comment se comporte-t-elle? Tout ce qu'on est en train de constater est que les éléments de l'ordre sont en train de tenter d'apprécier à ce qui n'est pas attaque des locaux de la police. Mais par rapport à une masse, l'armée ne peut rien faire. Par rapport à ça, par rapport à ce que nous sommes en train de voir, l'armée ne peut pas contenir toute ce masse-là. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo tout à l'heure là, c'était un Butembo.
ou les éléments de la police, ou les éléments des FARDC sont en train d'évacuer certains contingents, là où ils étaient déjà asservis par les manifestants. Mais au moins, les policiers, la police, les policiers, la PNC plutôt, je voulais dire, les FARDC, c'est tous les peuples, les polices militaires, étaient en train d'évacuer tous ces éléments-là, tous ces agents-là de la MONUSCO, des conditions de la MONUSCO, afin de les sécuriser pour les amener pour les évacuations avec les hélicoptères. C'est-à-dire, vous trouvez que les FARDC sont en train d'accompagner la MONUSCO afin qu'il n'y ait pas mort d'homme de leur côté. Bien sûr que les FARDC, bien sûr que les éléments de l'ordre congolais ne peuvent rien faire face à cette masse-là. Et quelle est l'attitude du gouverneur provincial, le gouverneur militaire qui est installé, l'autorité locale de ce côté? Quelle est sa position devant ces problèmes-là? Ces événements, d'abord, ces événements sont déroulés quand le gouverneur est en mission en ville de Tchéné. Donc, je ne peux pas savoir sa position puisque depuis que ces événements sont déroulés aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour, il n'y a aucun communiqué officiel venu du gouvernement provincial. Jusque-là, aucune personne, ni du côté autorité civile, ni du côté autorité militaire, ne s'est prononcée face à cette situation qui se passe au nord du Kivu. Mais je lis seulement un tweet du porte-parole du gouvernement central, Patrick Muyaya, qui a condamné fermement ces actes de violence contre la MONUSCO, et il a promis qu'il y aura des poursuites judiciaires contre les instigateurs de ces événements. Alors, quand il tient ce genre de propos, ce sont des propos qui risquent encore d'être considérés comme la poudre au feu, hein, parce que ce ne sont pas des propos justement qui pourraient calmer la colère du peuple congolais qui meurtrit pendant des années, alors que Patrick Muyaya, avec son gouvernement, sont installés à Kinshasa, n'a jamais pris le courage de venir s'installer à l'est du Congo et connaître les affres, les difficultés que vous traversez. Comment est-ce que le peuple congolais, les manifestants peuvent digérer ce genre de propos de Patrick Muyaya, le soi-disant ministre de la communication gouvernementale? Voilà pourquoi moi je vous ai dit qu'il y a la responsabilité de deux côtés. Il y a la responsabilité du côté de la MONUSCO, il y a la responsabilité du côté du gouvernement congolais. La première responsabilité, c'est lorsque la représentante du secrétaire général des Nations Unies affirme que la MONUSCO n'a pas la capacité d'éradiquer le M23, de ça, puisque le M23 contient des armes sophistiquées plus que les Nations Unies. Ça d'abord, c'est une affaire d'échec. C'est-à-dire que la MONUSCO, quelle que soit sa présence dans les Nord Kivu, elle est incapable d'éradiquer un groupe armé, tout simplement puisque la MONUSCO n'a pas d'armes comme ce groupe armé. Deuxième responsabilité, c'est du gouvernement. Lorsque le gouvernement dit que les responsables de tous ces actes-là seront poursuivis par la justice, allez-y comprendre. Il y a déjà des dégâts, c'est fort. Cette même population civile doit savoir, nous allons maintenant nous arriver comme nous serons arrêtés. Il faut qu'on soit arrêtés une fois pour toutes. Alors, vous comprenez qu'il y a des responsabilités dans le chef de communication de ces deux institutions, si je peux le dire, de la société MONUSCO et du côté du gouvernement central. Alors, là, monsieur, il est du côté du gouvernement central, mais nous avons également noté certaines déclarations de certaines de personnes en République démocratique du Congo qui disaient par exemple que l'arrogance de Paul Kagame ainsi que l'ironie de Museveni, justement, irrite encore les Congolais, irrite les Congolais de l'Est à manifester contre, d'une part, l'infiltration de Rwanda au Congo, mais également cette colère qui démontre aujourd'hui contre la MONUSCO. Est-ce que ces éléments-là d'arrogance et de l'ironie de Museveni à l'égard des Congolais, quand on parle de l'ironie Museveni ici, c'est en rapport avec la récente rencontre avec la délégation congolaise qui est allée rencontrer le président Museveni, où il aurait demandé à ceux-là d'aller négocier avec le M23. Alors, l'arrogance Kagame, l'ironie de Museveni,
ne sont pas également des éléments qui ajoutent encore la poudre, le feu, la poudre dans le feu. L'huile dans le feu, comme on dit. Oui, vous savez, M. René, il y a un peu du parallélisme, dans la communication de M23, dans la communication de la MONUSCO et dans la communication du Uganda. Et dans la communication de l'Ouganda qu'il a parlé. Le parallélisme, c'est quoi? Toutes ces personnes, il n'y a pas d'implication du Rwanda dans l'appui d'M23 à l'RDC. Et pourtant, il y a même pas 2 mois, on a vu de preuves données par l'armée congolaise. On a remis au mécanisme conjoint de vérification. Il y avait des armes, il y avait des tenues militaires, il y avait également des soldats rwandais qui étaient arrêtés sur les lignes de front. Et la munition elle-même, je peux avoir ce communiqué, elle avait dit dans ce communiqué qu'il n'y a pas de preuve que le Rwanda appuie le M23. L'Ouganda joue à l'hypocrisie. L'Ouganda également n'a jamais accepté ni refusé qu'il y avait appui du Rwanda M23, de tout ce que le Rwanda propose et tout ce que l'Ouganda propose et qui est dialogue entre le M23 et le gouvernement congolais. Même chose avec les Rwandais. Les Rwandais proposent toujours qu'il y ait dialogue entre le M23 et le gouvernement congolais. Le même M23 sollicite qu'il y ait dialogue entre M23 et ce mouvement rebelle. Moi, je me pose la question au État congolais aussi. Finalement, on va dialoguer combien de fois avec ces gens? On va signer combien d'accords avec ces gens? Il y avait des accords qui étaient signés à Nairobi. Il y avait des accords qui étaient signés, je ne sais pas, au Rwanda. Pas au Rwanda, plutôt à l'Ouganda. Quelle est cette rébellion dont chaque jour il faut signer des accords et des accords? Vous comprenez qu'il y a un peu de la démagogie parmi toutes ces personnes-là que je vous ai citées. Il y a la démagogie du côté du Rwanda, de la démagogie du côté de l'Ouganda, de la démagogie du côté de la MONUSCO, même chose. Le même genre de la démagogie du côté de M23. Il y a aussi de l'hypocrisie du côté du gouvernement congolais qui ne veut pas nous dire exactement qu'est-ce qu'il y a entre le M23 et le gouvernement congolais. Voilà pourquoi, étant donné que la population reste l'unique victime de ces actes, à tout prix, il faut se prendre à charge. Moi, j'estime ça. Voilà pourquoi la population n'a pas voulu, cette fois-ci, passer par les dos de la cuillère, aller négocier avec le gouvernement congolais. La population a pris conscience et s'est soulevée directement. Le gouvernement congolais n'est-il pas en train de jouer à une politique de 2 poids 2 mesures, dans la mesure où, au niveau de l'Ouest et du Congo, ils sont en train d'attiser la colère des Congolais de l'Ouest, en leur faisant croire que tout va bien et que rien n'est grave à l'Est du Congo, et le gouvernement était au contrôle de la situation. Alors qu'en même temps, de l'autre côté, il y a l'insécurité qui est croissante avec toutes les manifestations aujourd'hui et l'infiltration et la maîtrise même de Bunagana et ses environs par le M23, alors que le comportement du gouvernement Kinshasa donne une autre pression aux Congolais de l'Ouest. Quelle est votre réaction à cette attitude du gouvernement du Congo? Vous savez quoi? À Kinshasa, vous allez m'excuser d'utiliser les termes, mais à Kinshasa, il n'y a que des jouisseurs qui s'associent moins de ce qui se passe à l'est du pays. Moi, je me suis toujours dit que si le Rwanda était proche de Kinshasa, aujourd'hui, la RDC serait entre les mains du Rwanda. Ça veut dire? Vous savez pourquoi? Oui. Je vais vous dire que ce n'est pas aujourd'hui que le Rwanda a tenté, le Rwanda a tenté de déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo, mais avec la résistance des fils de l'Est. C'est tout juste ça. Voilà pourquoi la RDC continue à maintenir le Nord Kivu, continue à maintenir le Sud Kivu, continue à maintenir l'Ituri. C'est tout simplement parce qu'il y a une résistance farouche face au Rwanda. Alors, moi, quand je regarde seulement cette distraction qui se passe à Kinshasa, surtout du sommet de l'État jusqu'à la population locale même, moi je me dis qu'avec Kinshasa, ce pays ne va pas évoluer. Kinshasa
il n'y a que des personnes qui se soucient moins de ce qui se passe à l'Est. C'est vrai, ce ne sont pas tous les Quinois qui sont distraits. Je parle que de certains Quinois. Mais la majorité de nos frères qui sont à Kinshasa ne veulent pas aider ce pays à évoluer aussi longtemps que nous resterons dans le bruit, comme les gens sont en train de le dire actuellement. C'est tout le monde à Kinshasa qui est dans le bruit. Alors, imaginez lorsque vous êtes dans le bruit, pendant que l'ennemi est en train de tisser des stratégies pour vous déstabiliser. Allez-y comprendre. Voilà pourquoi cette attitude-là que nos frères de Kinshasa, que nos frères de l'Ouest sont en train de faire, ce n'est pas une attitude qui va aider ce pays à aller plus loin, à évoluer, ou soit à quitter cette situation de sécurité. C'est-à-dire que la supposée division du Congo ou démembrement du Congo dont on suppose dans certaines langues qui disent qu'il y a tentative de déstabilisation, tentative de dislocation, tentative autant de tentatives par rapport à la séparation, à la subdivision ou à la multiplication des républiquettes ou de république démocratique du Congo pour les annexer au Rwanda. Si ceci devait arriver, ça ne pouvait arriver qu'à partir de Kinshasa, c'est-à-dire à partir de l'Ouest, parce que c'est là où se trouvent beaucoup plus de jouisseurs, comme vous le dites. Il y a moins de patriotes là-bas. Ça, je vous dis très vrai. Par rapport à la situation que nous vivons, vous savez, ce n'est pas aujourd'hui que le Rwanda déstabilise l'Est du pays. Ce n'est pas aujourd'hui que l'Ouganda déstabilise le pays. Mais tous ces deux pays-là sont devant un peuple conscient, sont devant un peuple qui réfléchit encore, sont devant un peuple patriote, sont un peuple qui a le souci de maintenir la cohésion, l'union de la RDC sur le peuple de l'Est. À l'Est, je n'accuse pas l'Ouest. Nous tous, je ne dis pas que j'accuse l'Ouest, non. Mais avec la situation que nous voyons actuellement, si le Rwanda était en face d'un peuple corrompu, si le Rwanda était en face d'un peuple non patriote, le pays serait déjà difficile. C'est-à-dire que si on tient compte du comportement des Congolais de l'Ouest, ce supposé démembrement du Congo aurait déjà eu lieu. Ça serait déjà fait. Et je ne sais pas si aujourd'hui la RDC aurait tombé les républicains là. On ne sait pas. Puisque quand je regarde mes frères, je me dis finalement, est-ce que nos frères comprennent réellement la situation que les frères de l'Est sont en train de vivre? C'est tout le monde qui est dans le bruit là. Alors, d'après vous, comment expliquer que malgré les manifestations qui sont diffusées dans tous les réseaux sociaux aujourd'hui, ces manifestations ne sont pas assez répercutées dans les médias à Kinshasa? Comment expliquer cela? Bon, en fait, c'est ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire. Des fois, à Kinshasa, on minimise la situation qui se passe à l'Est. Vous savez pourquoi on minimise la situation qui se passe à l'Est? C'est tout simplement puisque cette situation a perduré. C'est comme si ils sont habitués maintenant à écouter à l'Est, on a tué, à l'Est, il y a eu encore pillage, à l'Est, il y a encore ceci. Voilà pourquoi ils s'en méfient. Ils ne veulent pas tirer leur attention face à ce qui se passe à l'Est. Donc, c'est juste une méfiance de la part du gouvernement central, de la part des autorités de Kinshasa. Et cette inquiétude qui est observée, cette inquiétude, je veux dire, le silence permanent qui est observé par le gouvernement des Kinshasa face à la situation d'occupation de Bunagana, qui semble être une situation normale pour le moment, pour les Congolais de l'Ouest en tout cas. C'est comme qui dirait que Bunagana, tout allait bien, alors qu'il y a une partie du Congo déjà qui est contrôlée par des mouvements rebelles que l'on avait considérés comme étant des terroristes, et qui gouvernent aujourd'hui, qui commencent déjà à mettre pas à pas leur administration dans différents territoires environnants. Alors, ce comportement du gouvernement de Kinshasa, comment vous jugez cela? Je sais que vous l'avez déjà dit tout le temps, mais Bunagana est occupé. Quelle est l'étape suivante par rapport aux manifestations que nous observons face à la MONUSCO? Vous êtes journaliste sur place. Comment vous analysez la situation? Moi, mon problème et notre problème ici à la rédaction, c'est le gouvernement de Kinshasa. Comment se fait-il que ce gouvernement de Kinshasa ne prend pas des mesures, des décisions responsables
pour en finir avec Boulangana. Oh, et aujourd'hui, ça paraît comme une situation normale. Quelle est ta expérience? Allez-y comprendre maintenant, monsieur René, allez-y comprendre. Boulangana est une grande partie, et puis pas n'importe quel parti, une partie stratégique à la frontière avec l'Ouganda et le Rwanda entre le mai des rebelles M23. Aujourd'hui, maintenant, plus de mois. Silence radio. Le mouvement est là. Et aujourd'hui, notre gouvernement central fait comme si Boulangana était entre le mai de leurs coéquipiers. Allez voir, allez comprendre. Comme s'ils étaient en train de collaborer avec le gouvernement central, laissez-nous ici, nous allons rester là-bas, et tout comme ça. Vous allez comprendre qu'il y a un problème, il y a un problème parmi les autorités. Les autorités qui sont... Le gouvernement qui est surtout infiltré par tous ces étrangers qui contrôlent l'appareil de l'État et qui contrôlent aussi l'armée nationale congolaise. La plupart qui ont été fait infiltrer par le système Kabila, qui a fait qui a travaillé pendant 18 ans en tant que chef de l'État. Aujourd'hui, le président Félix quand même a du mal à s'en sortir à cause de Kabila qui a fait son travail d'infiltrer les éléments étrangers, les troupes étrangères au sein de l'armée congolaise. C'est aussi la conséquence de la politique d'hier. Mais il est le chef de l'État, il est le garant de la nation, il est le commandant suprême des armées, de la police. Il a des décisions à faire. Oui, mais il est dans la continuité de l'État. Il est dans la continuité de l'État. Le soubassement de deux autres, c'est Kabila d'abord. C'est lui qui a fait infiltrer les éléments étrangers dans l'armée congolaise. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Oui, là, on est d'accord, mais aujourd'hui, ce n'est pas Kabila qui continue à diriger ce pays. Qu'est-ce que Félix... Il a pris la commande. Oui, mais qu'est-ce que le président Félix devrait faire? Qu'est-ce qu'il devrait faire pour le moment avec tout l'appareil militaire, tout l'appareil de l'armée qui est infiltré aujourd'hui? Que peut-il faire réellement pour changer les choses? C'est là qu'il devait commencer. Il devait commencer avant d'être chef de l'État, il était d'abord un politicien. Opposant. Il savait chaque jour, moi je suivais M. Félix, ce qu'il dit sur les zones de radio. Dans les réseaux sociaux, même il ne cessait pas de dénoncer cette infiltration rwandaise. Il ne cessait pas de dénoncer cette infiltration ougandaise au sein de notre armée. Maintenant, comme il est à la tête du pays, pourquoi ne pas maintenant démanteler ces réseaux mafieux au sein de notre armée et puis le mettre hors d'état de nuit pour former, pour amener une armée républicaine qui pouvait aider à éradiquer tous ces pouvoirs rebelles à l'est du pays? C'est simple. Il ne suffit pas seulement de dénoncer. Il suffit d'agir étant donné que vous êtes le garant de la nation. 3 ans durant, il aurait déjà formé les militaires, il aurait déjà formé des militaires républicains qui pouvaient sauver ce pays. Maintenant, c'est à 5 ans maintenant qu'il saura dire que voilà, je suis démantelé les réseaux mafieux, soit les infiltrés au sein de l'armée, ou soit est-ce que réellement il ne connaît pas ces infiltrés qui sont même proches de lui? Il doit quand même, c'est chef de l'État. Il doit aussi avoir des analyses autour de son entourage d'abord. Voir qui dans son entourage est en train de le trahir, par exemple. Voir qui dans son armée est en train de trahir la République. Il est le chef de l'État. Il doit prendre des décisions fermes afin de mettre fin à ces violences. La population de l'Est vit des souffrances depuis des années, M. René. On ne devons pas quand même, il ne faut pas quand même cajoler des choses qui ne vont pas. Aujourd'hui, la responsabilité. Aujourd'hui, la responsabilité revient à l'unique chef de l'État, M. Félix Tshisekedi. Il doit prendre ses responsabilités. S'il se fait tromper par des officiers militaires avec des rapports, des rapports qui viennent à son bureau, à son cabinet, avec des rapports que j'ai toujours écouté le ministre de la Défense en train de dire que voilà, à Bunagana, les choses évoluent, à Rutshuru, voilà, c'est ceci. Mais c'est faux. Moi, j'ai toujours dit que la première personne à limoger serait d'abord ce ministre de la Défense. Puisqu'il trompe chaque jour dans le conseil des ministres. Cela n'empêche qu'il y a aussi le chef d'état-major général de l'armée. Ce sont des personnes qu'il faut mettre à côté. Quand même, on ne peut pas continuer, on ne peut pas continuer à nous courber devant un petit groupe de rebelles quand je vois les EDF. Chaque jour, l'armée ne cesse de nous dire que non, nous avons repris le nombre des EDF. S'ils peuvent être nombreux aujourd'hui, ils sont au nombre de 500. S'ils peuvent être nombreux aujourd'hui, ils peuvent être au nombre de 400. Maintenant, 500 personnes devant 22 000 hommes. Là, je parle
de casse publique de la MONUSCO. Devant 20 000 hommes FARDC déployés en territoire du pays, devant plus de 2000 hommes du PDF mixés dans le FARDC. Il y a maintenant aussi, on va y augmenter encore une force régionale de EAC. Tout ça pour combattre 500 personnes. Vous ne trouvez pas que ce sont des choses difficiles à comprendre, mais et ça, pour trouver une solution à des telles. Ça va assurer votre infiltration. Oui, pour trouver une solution à ce genre de situations, voilà pourquoi la population est avec au sein de ces différents. Nous devons nous lever sans tenir compte de Kinshasa pour que nous puissions nous libérer entre le mains de ces gens. Alors, nous allons terminer notre émission dans 3 minutes. Je rappelle à tous nos auditeurs et téléspectateurs, vous êtes en direct sur Erasim News et Canal 54 TV. En ce mardi du 26 juillet 2022, dans notre dialogue avec notre intervenant qui est en duplex à partie des Bénis, M. Patient Tambanabo, il est journaliste de ce côté de la République démocratique du Congo. Pour terminer notre grand dialogue, M. Patient Tambanabo, lorsque vous entendez certaines langues congolaises du côté de l'Ouest, ceux que vous veniez de considérer vous-même comme étant des jouisseurs, c'est vous qui l'avez dit, lorsque vous entendez certaines langues dire aujourd'hui ou réclamer le retour de l'ancien président de la République, celui-là même qui aurait assuré l'infiltration au sein de l'appareil militaire, au sein de l'armée, des infiltrations, Joseph Kabila, qui est aujourd'hui, pour certaines personnes, demandé à revenir aux affaires. Vous qui êtes à l'est du Congo, vous qui subissez ces injustices, quelle serait votre réaction? Moi, je pense que le tel langage, la chef de l'État doit retourner, je ne sais pas quoi, à Kozonga, comme il dit, c'est bien qu'à Yuga, là, il faut dans Zonga, sont des langages de militants, c'est parti politique. Moi, je ne suis pas un militant d'un parti politique. Je n'ai jamais adhéré nulle part dans un parti politique. Tout ce que je comprends est que chaque État a besoin que son leader retourne aux affaires. Ce n'est pas pour la compassion du pays, mais c'est pour qu'il continue encore à voler. C'est pour qu'il continue encore à faire souffrir la population. C'est-à-dire, c'est un langage de militants, de partis politiques qui se lassent de tel langage, mais dire que c'est ça la réalité de la population congolaise, c'est faire un chiffon. Moi, personnellement, je ne peux pas souhaiter que la personne qui est considérée comme le conspirateur de tout ce qui se passe aujourd'hui revienne encore au pouvoir pour maintenant finir avec son programme qui est inconnu jusque-là. Alors, tout ce que moi je pense aujourd'hui est que je peux demander seulement aux autorités actuelles de prendre les choses au sérieux, puisque dans de telles situations, les choses peuvent dégénérer, même atteindre Kisangani, atteindre Kinshasa, et il y aura des répercussions, des désordres partout à la République démocratique. La partie aux autorités congolaises, la partie au chef de l'État, de prendre ses responsabilités, voir comment calmer la population de l'Est du pays. Pour mieux le calmer, c'est de mettre fin à l'insécurité à l'Est du pays. En dehors, le Sud Kivu, le Nord Kivu, l'Ituri. Et vous pensez que ce qui se passe aujourd'hui peut conduire à un soulèvement populaire étant demandé par certains opposants, demandé par des activistes qui souhaitent toujours que le Congo arrive à un soulèvement populaire à la manière du Sri Lanka? Effectivement, c'est ce que je suis en train de dire. Ce qui est en train de se passer à Goma, ceux qui sont à l'ouest pensent que c'est à 2000 km de l'est. Ce qui est en train de se passer à Butembo, ils pensent que c'est à 2000 km de l'ouest des institutions. Mais ils peuvent aussi savoir que ce qui est en train de se passer à Goma, à Butembo, à Uturu, à Beni, peuvent être à l'origine d'un soulèvement populaire ici à Kinshasa, et les choses peuvent mal tourner. Alors, il n'est pas maintenant au gouvernement, aux autorités, de voir comment mettre fin à ce qui se passe à l'Est pour que toutes les choses marchent et que la paix revienne à notre pays. Tout en espérant que la MONUSCO, pendant ces temps, aura quitté le sol congolais selon les exigences de tous les mouvements citoyens qui sont engagés justement dans cette cause de contestation de la présence de la MONUSCO.
Alors, M. Patient Tabanabo, merci en tout cas. Nous avons terminé notre grand dialogue de cette demi-journée du 26 juillet 2022. Merci beaucoup d'être passé à notre antenne. Merci en tout cas, tout en vous souhaitant une bonne journée chez vous et surtout, restez en sécurité chez vous. Merci. Merci, monsieur, et à très bientôt. Hein, et surtout, nos encouragements à tous les citoyens de cette République hein, qui sont victimes de la situation d'insécurité que vous êtes en train de traverser. Et tous les auditeurs, ce sont tous les auditeurs, en tout cas, qui vous souhaitent de bonnes chances, en tout cas, par rapport à ce que vous traversez. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà. Merci à vous tous, chers amis auditeurs. Hein. Merci pour votre fidélité. Nous sommes toujours en direct dans notre émission, hein, et la grande édition de 20h. Nous allons vous en dire un peu plus sur la situation de la République démocratique du Congo et pourquoi pas l'actualité à travers le monde, comme nous le faisons toujours le soir dans notre grande édition. Merci d'avoir suivi et entendu le son de notre émission. Et nous sommes toujours très sensibles aux événements qui se passent dans le monde, et surtout lorsque ces événements touchent la République démocratique du Congo, car il s'agit de notre continent, il s'agit de notre pays, il s'agit du pays de tous les Africains, qui est aujourd'hui victime d'une situation de sécurité interminable. Merci à vous tous qui nous écoutez. Vous pouvez toujours nous joindre sur le 44 73 06 et 18 75 27 hein, pour poser vos questions et savoir où est-ce que nous en sommes chaque fois avec nos émissions ou des annonces. Mais déjà, nous remercions Orange Girl Company qui sponsorise les différentes émissions de Eras News et de Canal 54 TV. Merci, vous avez suivi notre programme de la mi-journée. Au revoir et à très bientôt. Au revoir.